Alors maintenant, je vous propose de partir sous des cieux plus auspices que Dourdan, au Burkina Faso, je crois, avec Loïc Keval du GIPS sur l'état actuel et les perspectives de Turning Sun into Water. Bonjour à tous, merci pour l'introduction. Je suis ravi d'être ici pour le projet Turning Sun into Water. Je remercie l'ensemble des collaborateurs du projet. Voici le plan de la présentation d'aujourd'hui. On va rappeler la motivation du projet. Ensuite, je vais toucher 2 mots sur le démonstrateur au Burkina Faso. On va parler de modélisation, d'optimisation. Je vais essayer de résumer l'ensemble des contributions à ce jour et d'ouvrir sur les perspectives. Alors, en termes de motivation, ce qui nous intéresse, c'est la collection, les systèmes de collection d'eau en milieu rural en Afrique subsaharienne. Pour cela, il y a 2 systèmes classiques qui sont le système corde et seau sur un puits à ciel ouvert ou alors des pompes à motricité humaine. Ces 2 systèmes sont très répandus, mais ils sont associés à de nombreux problèmes. Ces problèmes sont des problèmes qui, actuellement, impactent directement la qualité de vie de l'usager. Par exemple, des problèmes d'extraction peuvent mener à des problèmes de douleur de dos. Des problèmes de qualité de l'eau peuvent créer des maladies. La distance qu'il faut parcourir entre la source et la maison peut mener à une perte de temps. Et le coût de l'eau impacte directement le pouvoir d'achat de l'utilisateur. Dans ce contexte, une solution déjà compétitive apparaît, celle du pompage photovoltaïque. Donc c'est une solution technique, et on peut se poser la question de la façon dont elle résout les problèmes rencontrés, quel est son impact sur la qualité de vie des usagers, en d'autres termes, quel est son impact socio-économique. La question sous-jacente, c'est comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce qu'on quantifie cet impact, et si possible, comment est-ce qu'on ferait pour designer un système afin de maximiser cet impact. Et donc pour nous, le pompage photovoltaïque, c'est un problème qui n'est pas seulement technique, c'est un problème qui est technique et socio-économique. L'usager est au centre du problème. Et donc c'est ça qui motive le projet et qui motive le travail collaboratif de ces laboratoires. Donc on a 2 laboratoires de génie électrique, le GIPS et le SATI, un laboratoire d'hydrologie à Stanford, un laboratoire de sciences économiques et sociales à l'Imperial College, et un laboratoire d'économétrics à Colorado State University. Notre but, c'est de trouver une relation entre un design, c'est-à-dire un dimensionnement et une position du système, et des performances, par exemple le coût. C'est typiquement ce qu'on ferait dans un laboratoire de génie électrique. On relierait un design à un coût, on tenterait de minimiser le coût sur cycle de vie, typiquement. Et si on veut aller plus loin, si on veut aller vers l'impact socio-économique, eh bien, il faudrait relier les performances à l'impact. Et c'est typiquement ce que nos collègues du côté sciences économiques et sociales feraient. Et eux, plutôt, ils chercheraient à maximiser l'impact positif socio-économique. Et donc c'est ça le but du projet, c'est de trouver un lien entre le design, les performances et l'impact, dans le but de satisfaire ces 2 fonctions objectives. Donc dans le cadre du projet, on a commencé par installer un démonstrateur à Gogma, au Burkina Faso, dans le but de collecter des données. Ce démonstrateur a été mis en place grâce à l'aide de 280 personnes qui ont participé et qui ont soutenu le projet à l'aide d'une campagne de crowdfunding. Le système a été installé à Gogma au Burkina Faso. Il fournit de l'eau pour 280 habitants pour leur consommation personnelle. Le système a été construit fin 2017 par la compagnie burkinabèse d'Argatec et il est en opération depuis 2018. Voici l'architecture du système. Des modules photovoltaïques envoient de la puissance à une motopompe qui pompe de l'eau vers un réservoir. L'utilisateur va chercher de l'eau à la fontaine. Dans le réservoir, on a un système de flotteurs qui mesure le niveau d'eau dans le réservoir et qui va arrêter la pompe lorsque le réservoir est plein. On a collecté de nombreuses données avant, pendant et après l'installation, en particulier des données GPS. Par exemple, l'ensemble des points bleus ici représentent les coordonnées GPS des concessions. Les points rouges, oranges et verts représentent l'ensemble des points d'eau sur le village. On a également
mené des questionnaires ménages qui visaient à comprendre les habitudes de consommation en eau avant et après installation. Et finalement, on a monitoré le système depuis son installation. Pour monitorer le système, nous avons construit un data logger qui mesure l'irradiance, la température ambiante, la température du module photovoltaïque, la tension et le courant du module photovoltaïque, le débit pompé dans le puits et le débit en sortie, le débit collecté par l'utilisateur. Ce data logger est autonome avec ses propres data loggers, son MPPT et ses batteries. Voici un exemple de données mesurées. Les données du 19 février 2019. Donc ici, l'irradiance en fonction du temps. On voit que c'est une journée ensoleillée, avec des passages nuageux en début, en fin de matinée, en milieu d'après-midi. Ici, la température, une moyenne saisonnière de 40 degrés. Ici, le débit pompé. On voit que le matin, la pompe se met à pomper, et lorsque le réservoir est plein, elle s'arrête de pomper. Ici, la hauteur d'eau dans le forage. Lorsque la pompe pompe, le niveau d'eau dans le forage diminue. Lorsque la pompe s'arrête, le niveau d'eau dans le forage remonte de façon logarithmique. Ici, la tension et le courant des modules photovoltaïques. Donc le courant suit la variation du débit, et la tension, elle, remonte à la tension de circuit ouvert lorsque la pompe est arrêtée. Ici, on voit la consommation, le débit collecté, et chaque pic représente une ouverture de robinet. Vous pouvez avoir un robinet ouvert, 2 robinets ouverts ou 3 robinets ouverts simultanément. La deuxième étape du projet était de modéliser en vue de l'optimisation du système. Donc le modèle est constitué de 4 sous-modèles. Le premier sous-modèle est un sous-modèle technique. On a réussi à valider ce sous-modèle technique. On a par exemple ici, en rouge, les mesures de notre data logger et en bleu, les sorties du modèle. Par exemple, pour le débit pompé, pour le niveau d'eau dans le réservoir et pour le niveau d'eau dans le forage. On a donc obtenu une bonne validation avec une erreur de moins de 5% sur des périodes représentatives aussi bien des saisons sèches que des saisons humides. On a également démontré qu'il était possible de remplacer les mesures locales, donc les mesures du data logger, par des données satellites. Et donc, dans ce cas-là, on a besoin seulement de la position. En faisant ceci, la l'accuracy du modèle diminue de 3%. Le deuxième sous-modèle est un modèle économique. Il a été développé par Elvire, qui faisait sa thèse de master à l'Imperial College. Elle a collecté des coûts sur le marché local burkinabé. On a donc des coûts pour les panneaux photovoltaïques, les pompes et les réservoirs en fonction de leur taille. Le troisième sous-modèle est un modèle de demande. Il a été établi par Elvire, lui ainsi, pendant sa thèse de master à l'Imperial College. Le but du modèle de demande est de prédire la demande au système photovoltaïque, à la pompe photovoltaïque, après installation, à partir uniquement de données collectées avant installation. Et finalement, le quatrième modèle est un modèle d'impact. C'est un modèle qui permet de quantifier l'impact socio-économique du système à partir de la situation précédant l'installation et de la situation après installation. Et donc ce modèle a été développé dans le cadre de la thèse de Simon Meunier. Si vous voulez plus d'informations sur l'ensemble de ces modèles, la modélisation, la validation, l'identification des paramètres, je vous invite à la défense de Simon Meunier ce vendredi après-midi à 14h au laboratoire GIPS. Revenons à notre problème. Nous avons donc maintenant un modèle, et nous, ce que nous cherchons à faire, c'est de lier un design, c'est-à-dire un dimensionnement et un positionnement, à des performances, par exemple le coût, et à un impact, par exemple socio-économique, pour commencer. On veut minimiser le coût sur cycle de vie et maximiser l'impact socio-économique. C'est exactement ce que nous permet de faire le modèle. Il permet de lier le design, le sizing et la position au coût et à l'impact socio-économique. On peut donc inclure ce modèle dans un problème d'optimisation. Les variables d'optimisation sont la position du système, la latitude, la longitude, le dimensionnement du système, la puissance crête des panneaux photovoltaïques, la référence de la motopompe et le volume du réservoir. On a comme fonction objective de minimiser le coût sur cycle de vie, de maximiser l'impact socio-économique. Nous avons résolu ce modèle avec un pas de temps de 1 an sur une année, ce qui nous permet de prendre en compte la saisonnalité, donc les saisons sèches et saisons humides. Je vous montre ici un exemple de résultat. Donc je vais tracer ici le coût sur cycle de vie en fonction de l'impact socio-économique. Donc ce sont nos deux fonctions objectifs. Nous voulons minimiser le coût sur cycle de vie et nous voulons maximiser l'impact socio-économique. Pour résumer, nous cherchons des systèmes qui se situent dans cette zone. Pour une motopompe,
nous obtenons un ensemble de points. Pour plusieurs motopompes, nous obtenons un autre ensemble de points. Nous prenons l'ensemble des dimensionnements optimaux, qui sont ici représentés par la ligne bleue, notée optimale, et qui constituent le front de Pareto. On s'aperçoit ici que les deux fonctions sont contradictoires. Il faut payer plus pour obtenir un meilleur impact. Où se trouve le système actuel de Gogma sur cette courbe? Eh bien, il se trouve ici. Il n'est pas sur le front de Pareto, il n'est donc pas optimal. On s'aperçoit que pour obtenir le même impact socio-économique, on aurait pu payer beaucoup moins. En effet, le système actuel est surdimensionné. Pour obtenir le même impact socio-économique, nous aurions pu utiliser une plus petite surface de panneaux photovoltaïques, une plus petite motopompe, notamment avec une puissance de démarrage plus faible, et un plus petit réservoir. Cela nous aurait permis d'économiser 8 000 $ sur l'installation. De façon intéressante, l'ensemble des solutions optimales, c'est-à-dire l'ensemble des dimensionnements qui se situent sur le front de Pareto, sont inclus dans cette zone. Et de façon intéressante, le système actuel de Gogma est situé au milieu de cette zone. Cela veut dire que le chef du village, sans information préalable, avait choisi une zone quasi optimale pour l'installation. Je tente ici de résumer les contributions du projet jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce que nous avons appris qui pourrait nous aider à résoudre le problème de l'accès à l'eau? Les contributions sont de 3 ordres. La première, autour de l'étude des systèmes de pompage photovoltaïque. Nous avons monitoré en continu un système de pompage photovoltaïque pour l'accès à l'eau domestique. À notre connaissance, c'est un dataset unique, et si cela vous donne des idées, n'hésitez pas à venir nous contacter. Nous avons proposé et validé un modèle technique du système. Et lors de cette modélisation, nous avons appris de nombreuses informations. Par exemple, il est possible d'utiliser des données satellites, et il est possible d'utiliser un pas de temps de seulement 1 heure. Cela diminue les contraintes en termes de monitoring. La deuxième contribution est d'ordre méthodologique. Nous avons proposé une nouvelle optimisation, une nouvelle variable d'optimisation, la position du système au sein du village. Nous avons proposé une nouvelle fonction objective qui est l'impact socio-économique. Et nous avons réalisé un couplage entre un modèle technique et un modèle socio-économique. Enfin, en termes d'accès à l'eau, nous avons proposé un modèle de demande. C'est le modèle qui prédit qui ira à quelle pompe après installation. Et nous avons proposé une theory of change, c'est la théorie qui permet de quantifier l'impact socio-économique. Je conclus par les perspectives du projet. Les perspectives sont distribuées en 2 axes. Le premier axe serait d'étudier l'impact long terme des systèmes de pompage photovoltaïque. En effet, le système a été installé en 2018, mais la durée de vie du système est de 20 ans. Nous ne sommes donc qu'au début. L'idée serait d'étudier l'impact socio-économique long terme à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. L'impact environnemental long terme, notamment en termes de ressources hydrauliques. Et enfin, on pourrait prendre en compte ces 2 impacts long terme dans un processus d'optimisation. Le deuxième axe consiste à étudier comment améliorer la disponibilité de ces types de systèmes à l'aide de Smart Monitoring. C'est un projet qui est développé dans le cadre d'une start-up de Centrale Supélec, d'un étudiant en 3e année à Centrale Supélec. L'idée serait de monitorer plusieurs systèmes du même type dans une zone similaire au Burkina Faso et d'utiliser des algorithmes de Smart Monitoring pour faire de la prédiction et de la maintenance. Le but serait de voir est-ce que grâce à ce monitoring, on peut améliorer la disponibilité et donc améliorer leur impact socio-économique. Comme exemple de Smart Monitoring, je vous invite à venir assister demain au poster de Mathias qui vous montrera comment détecter les interventions de nettoyage manuel sur les panneaux photovoltaïques du système de Gogma. Merci. Daniel. Bonjour, merci beaucoup, très intéressant. J'avais envie de dire, j'ai eu un commentaire et une question. Moi, j'avais envie de dire que le chef de village, par sa connaissance du terrain, il avait plutôt directement toute l'information qui lui a fait choisir le bon emplacement. Mais ça, c'est juste mon avis. Oui, oui. C'est très intéressant dans ce cas-là. Et j'en ai oublié ma question. Ah oui, si, j'ai pas du tout compris comment vous avez formulé l'impact socio-économique.
Mais alors pas du tout. C'est-à-dire que vous avez transformé ça en dollars, mais je ne vois pas ce que ça recouvre, comment vous avez procédé. Alors, ça m'échappe totalement. On n'a pas transformé ça en dollars. C'est vraiment que je n'ai pas compris. Alors voici la façon dont on calcule l'impact socio-économique. C'est juste pour vous donner une idée, c'est un peu plus complexe. On considère cette concession qui, avant installation, allait à ce puits à ciel ouvert. Donc l'eau était de mauvaise qualité. Ici, c'est les coléiformes par unité d'eau. Elle parcourait 170 mètres, mais elle ne payait rien. L'accès à ce puits-là était gratuit. Après installation, cette concession visite le pompage photovoltaïque. Et donc la qualité de l'eau est bien meilleure. Il n'y a plus de coléiformes. La distance est légèrement plus courte. Par contre, dans ce cas-là, elle doit payer 500 francs CFA par mois. D'accord ? Donc on fait la différence de la situation avant et après, normalisée, ici. Et donc ce qui nous intéresse, c'est le delta qualité, le delta distance et le delta price. D'accord ? Ensuite, on choisit des coefficients alpha, bêta, gamma. Alors quand je dis on choisit, en fait, c'est le décideur politique qui choisit ces coefficients en fonction de ses priorités en termes de développement socio-économique. On fait l'ensemble sur l'ensemble des concessions du village, qui est pondéré par le nombre de personnes dans chaque concession. Et on obtient un impact socio-économique. D'accord ? Voilà, donc l'impact socio-économique se balade entre 0 et 4. Entre 0 et 3 ici, puisqu'on a 3 indicateurs. D'accord, merci. Est-ce que vous avez constaté, dernière question, est-ce que vous avez constaté des modifications de comportement, de consommation d'eau avant et après? Alors ici, on est sur le court terme. Ça fait que 20 mois qu'on a installé la pompe. On n'a pas encore vu de grosses modifications, mais on a vu des choses intéressantes se passer dans le village. Est-ce que Mathias, tu peux en dire 2 mots? Bonjour, c'était moi qui étais dans le village pour installer la pompe. On avait fait une présentation l'année dernière. Sur les pratiques, sur les volumes de consommation, il n'y avait pas de rupture. En revanche, sur les pratiques, il y a des choses qui peuvent changer. On peut penser notamment à des gens qui vont amener des grosses barriques. Avant, ils n'allaient pas remplir ça à la main, etc. Par contre, ramener une barrique et le faire remplir par un robinet, typiquement, c'est des choses qui changent. Quelle est la part de nomades dans la population desservie? Et est-ce qu'il y a plusieurs ethnies, de part et d'autre, de la vallée, qui semblent courir à gauche du... Je redonne encore une fois le micro à Mathias, qui est celui qui connaît le mieux le terrain. Mathias a participé à l'installation. Merci. Sur les ethnies, essentiellement, il n'y a qu'un peuple qui s'appelle les Bissa. Par contre, il y a une autre ethnie, c'est les Peuls, mais ils ne bénéficient pas de la pompe. Donc là, on n'avait pas de conflit ethnique possiblement autour de l'usage de l'eau. Parlons avec les micros parce qu'il y a une captation vidéo. Oui, pardon. Oui, je disais, c'est le problème de toute aide au développement qui bénéficie du progrès, si progrès il y a. Et ça, tant que ce n'est pas, je dirais, carré dès le départ, c'est un jeu à somme nulle avec le lot classique des perdants et des gagnants. C'était juste une remarque socio-économique. Je suis d'accord. Ici, on propose un outil d'aide à la décision qui pourrait peut-être aider le décideur politique à faire un choix qui irait dans le sens du bien commun. Hop, dernière question. J'avais une question sur la consommation d'eau. Pourquoi elle était finalement beaucoup plus faible que vous l'aviez dimensionné à la base par les usagers? Alors, du coup, la consommation d'eau n'est pas inférieure à ce qu'on avait prévu, enfin pas vraiment. C'est plutôt que le tank il est surdimensionné, donc le tank n'est jamais vide. En même temps, c'est une contrainte qui paraît relativement normale quand on dimensionne ce genre de système. On voudrait qu'il y ait toujours de l'eau dans le tank, hein, juste au cas où. Donc c'était l'une des contraintes de dimensionnement à l'origine qui a été choisie par la société d'Ergatech. Nous, on n'est pas intervenu dans le processus de dimensionnement, on a seulement observé ce qui se passait. Et dans le cas du dimensionnement optimal, pour le même impact et un coût réduit, on se retrouve avec des situations dans lesquelles le tank est vide. Est-ce que c'est socialement acceptable? Je ne sais pas. Après, on peut rajouter cette contrainte si on veut, mais voilà. Dans le cas du dimensionnement optimal, le tank se retrouve vide de temps en temps. Ce qui veut dire que certaines personnes ne peuvent pas avoir d'eau. Très bien, on va remercier Loïc encore.